Plus d'1 million de personnes sont passées par le service anti-aérien allemand, parmi elles des étudiants, des vétérans blessés et des personnes âgées appelées d'urgence. Les canons Flak, allant du 88 aux pièces de plus gros calibre, furent installés sur des places, des cours, dans des usines et sur des tours de béton. Tous partageaient la même condamnation, devenir des cibles fixes pour l'offensive aérienne. À Hambourg, durant l'opération Gomorrhe, des batteries complètes furent incinérées en quelques minutes par des charges incendiaires. Dans la Ruhr, en 1943, la majorité des équipages fut détruite sous les vagues de bombardiers lourds. À Berlin, les tours anti-aériennes finirent encombrées de cadavres, avec des corps piégés entre des couloirs effondrés. Les quelques-uns qui revinrent le firent avec des mutilations visibles ou avec des souvenirs qu'ils ne purent jamais raconter. Pourquoi une arme destinée à protéger finit-elle par anéantir ceux qui la servaient? Au sein de la machine, c'est ainsi qu'opérait la bête anti-aérienne du Reich. Pendant les premières années du conflit, l'Allemagne déploya un réseau caché mais efficient, conçu pour répondre aux menaces venant du ciel, une structure qui ne se déplaçait pas sur le champ de bataille comme les chars, ni n'avançait avec les bottes des soldats, mais qui restait ferme à son emplacement, attendant avec précision que l'ennemi s'approche. Ces systèmes anti-aériens, connus sous leur abréviation Flak, n'étaient pas seulement des canons pointant vers le ciel, mais un réseau soigneusement organisé où chaque pièce, chaque opérateur et chaque signal jouaient un rôle spécifique qui ne laissait aucune marge d'erreur. Sous sa forme la plus visible, un Flak était un canon de gros calibre comme le 88 ou le 105 qui se dressait au milieu d'une esplanade ou sur une plateforme fixe, prête à tirer. Cependant, ce qui n'était pas visible à l'œil nu était le système qui le soutenait de l'intérieur. Ces canons ne fonctionnaient pas de manière isolée, ni ne répondèrent par instinct. Chacun faisait partie d'une batterie qui à son tour était connectée à un groupe plus large, lui-même relié à une chaîne de commandement et de contrôle qui s'étendait des petites unités aux centres régionaux, tous unis par un flux constant d'ordres, de données et de corrections. Dans chacune de ces batteries, l'organisation était basée sur la coordination entre les opérateurs qui travaillaient avec des outils spécialisés pour mesurer la distance, l'altitude et la vitesse des objectifs. Des appareils de calcul optique étaient utilisés, et plus tard, des systèmes radars comme les Würzburg, qui permettaient de détecter les cibles avant qu'elles ne soient en vue. Ces données étaient envoyées à des stations de commandement proches, où elles étaient rapidement traitées pour déterminer l'angle de tir et le moment exact pour ouvrir le feu. Une fois que l'information était prête, elle était transmise aux positions des canons par le biais de lignes téléphoniques ou de câbles directs, sans nécessité de radio. Le travail au sein de ces positions était constant et méticuleux. Les opérateurs se relayaient de jour comme de nuit, vérifiant les instruments, contrôlant les coordonnées et s'assurant que tout était prêt avant que les alarmes ne sonnent. Chaque mouvement s'ajustait au rythme d'une machinerie humaine synchronisée pour agir à quelques secondes d'intervalle. Les ordres arrivaient des centres de contrôle qui avaient une vision plus large de la situation aérienne, et de là étaient coordonnées des réponses conjointes entre plusieurs batteries afin de concentrer le feu si nécessaire. Cette façon d'opérer exigeait non seulement de la discipline, mais aussi une chaîne hiérarchique bien définie, où chaque décision passait d'un échelon au suivant, sans interruption ni confusion. Les éléments qui composèrent ce système n'étaient pas seulement sur terre ferme. Certains capteurs et postes d'observation s'installaient sur des tours élevées ou des structures mobiles, d'où il était possible de suivre le mouvement des avions et d'anticiper leur trajectoire. Bien que les canons fussent le visage visible de la défense, derrière eux travaillaient des techniciens, des calculateurs, des agents de liaison en communication et des superviseurs qui ne tiraient pas directement, mais sans lesquels le feu anti-aérien aurait été inutile. Conjointement, ils formaient un réseau qui unissait des éléments visuels, mécaniques et humains dans une même structure qui pouvait s'adapter à différentes régions du pays ou du front. La façon dont se répartissèrent les batteries répondait également à des critères tactiques et stratégiques. Certaines étaient placées autour de villes clés, comme des points fixes destinés à protéger des centres industriels ou des gares ferroviaires. D'autres se déplaçaient à l'intérieur du front terrestre, se positionnant derrière les lignes principales pour offrir une couverture plus large contre des attaques aériennes soudaines. Chaque regroupement s'organisait en anneaux concentriques ou en formations échelonnées,
où les différents canons n'agissaient pas de façon isolée, mais comme partie d'une défense croisée qui maximisait les possibilités de réussite. Au fil des ans, entre 1939 et 1945, ce réseau s'est transformé pour répondre aux nouveaux défis. L'introduction de radars a permis d'agir même dans des conditions de faible visibilité, tandis que les systèmes de calcul se sont améliorés pour s'adapter à des cibles plus rapides et en formation. Les centres de contrôle ont également été renforcés, passant de simples postes d'observation à de véritables nœuds de commandement, avec de multiples opérateurs travaillant simultanément, recevant des données de différentes sources et coordonnant des réponses en temps réel. Malgré les changements techniques, la logique interne du système est restée intacte. La FLAC ne dépendait pas de l'héroïsme individuel, mais d'une structure où tout était préalablement assigné et où l'efficacité remplaçait l'improvisation. Cette logique s'étendait également à l'intérieur de chaque équipe, où les quarts de surveillance, l'entretien des instruments, le nettoyage des canons et la mise à jour des coordonnées se faisaient selon des routines fixes. Il n'y avait pas de place pour la spontanéité, car une seule erreur pouvait signifier que l'objectif s'échappe, ou pire encore, que le tir soit dirigé au mauvais endroit. L'une des clés du fonctionnement interne était l'équilibre entre autonomie locale et contrôle central. Les plus petites unités pouvaient répondre par elles-mêmes aux menaces détectées à courte distance, mais en général, les décisions importantes étaient prises à un niveau supérieur, d'où l'utilisation de l'armement était coordonnée en fonction du type de menace, de sa trajectoire et de la zone que l'on tentait de protéger. Cette manière d'opérer exigeait une communication permanente, dans laquelle les lignes téléphoniques étaient plus importantes que les radios, car elles offraient une transmission plus stable et plus sûre. Lorsqu'une batterie était coupée de toute communication, elle devait se limiter à agir seule, avec moins de précision et un risque d'erreur accru. Le réseau anti-aérien n'était pas seulement composé de canons de gros calibre, mais aussi d'une variété d'armes auxiliaires qui remplissaient des fonctions spécifiques au sein de l'ensemble. Dans certaines zones, des pièces de plus petite taille ont été installées, servant de complément aux canons principaux. Ces armes, bien qu'elles ne puissent pas atteindre de hautes altitudes, étaient utiles pour protéger les flancs et couvrir les angles morts qui subsistaient entre une batterie et une autre. Leur présence ne se limitait pas au front, car elles étaient également utilisées pour défendre des installations sensibles telles que des entrepôts, des centres de transport ou des stations de ravitaillement. Aux côtés de ces canons, opéraient des systèmes de poursuite manuels qui exigeaient une coordination presque automatique entre les opérateurs. Il n'y avait aucune marge d'erreur lorsqu'il s'agissait d'ajuster les viseurs, de calculer la trajectoire ou d'anticiper l'altitude qu'atteindrait la cible à la seconde suivante. Chaque donnée devait être mise à jour constamment et le moindre écart pouvait rendre tout l'effort inutile. C'est pourquoi les responsables des télémètres, des appareils de prédiction ou du suivi des cibles restaient concentrés pendant des heures, sans quitter des yeux leurs instruments. Chaque mouvement faisait partie d'un cycle qui se répétait des milliers de fois, avec une précision millimétrique, même si les résultats étaient impossibles à prévoir. Dans de nombreux secteurs, la communication entre les différents éléments du réseau se faisait au moyen de poteaux de signaux, de cartes codées et de dispositifs téléphoniques protégés contre les interférences. Les salles de commandement, en revanche, fonctionnaient comme des centres d'interprétation où était recueillie l'information provenant de divers points d'observation. Dans ces lieux, on traçait des trajectoires probables, on organisait les zones de couverture et l'on décidait quelle batterie devait intervenir face à chaque menace. La distance entre un centre de contrôle et une batterie active pouvait être de plusieurs kilomètres, mais la transmission des ordres était pratiquement immédiate. En plus de la précision opérationnelle, la maintenance était une tâche continue et invisible qui permettait de soutenir tout l'édifice. Chaque batterie disposait de personnel chargé de vérifier l'état des pièces, de réviser les mécanismes d'élévation, de nettoyer les tubes des canons et d'assurer le bon fonctionnement des composants électriques. Ces tâches étaient effectuées même en l'absence de signaux d'attaque, car toute défaillance mécanique en pleine action pourrait laisser l'unité complètement exposée. Dans de nombreux cas, les responsables de la maintenance ne participaient même pas au tir, mais leur travail était décisif pour que tout le reste fonctionne normalement. Un aspect fondamental était le stockage et la manipulation des munitions, qui ne se limitaient pas à accumuler des projectiles à côté des canons. Chaque type de cible nécessitait un type de charge distinct, et c'est pourquoi les munitions étaient classées selon l'effet désiré.
Certaines étaient conçues pour détonner près de la cible, d'autres pour atteindre des altitudes spécifiques avant d'éclater, et d'autres encore pour provoquer des dommages par fragmentation. Le choix du projectile adéquat se faisait en quelques secondes, en fonction des données envoyées par les postes de calcul, et devait coïncider avec le type de fusible activé à ce moment-là. Une mauvaise combinaison pouvait entraîner l'échec complet du tir. Les responsables du transport de ces munitions depuis les dépôts jusqu'à la base des canons faisaient également partie du réseau. Ils utilisaient des chariots, des grues ou des courroies mobiles selon le terrain et devaient maintenir une cadence constante qui n'interfère pas avec le rythme de feu. Ce processus se compliquait dans des conditions adverses, comme sur des terrains boueux ou pendant la nuit, mais ne pouvait être interrompu. Même lorsqu'on ne tirait pas, les munitions devaient être préparées, révisées et empilées selon un ordre exact, avec des étiquettes claires et dans des positions sûres. Tout cela faisait partie d'une logistique interne qui ne se voyait pas de l'extérieur, mais qui était vitale pour le fonctionnement réel du système. L'interaction entre humains et dispositifs mécaniques était si intégrée qu'il était difficile de séparer l'un de l'autre. Les instruments ne pouvaient pas fonctionner sans intervention directe, et les opérateurs ne pouvaient pas prendre de décision sans l'aide des machines. Cette symbiose était l'un des traits les plus caractéristiques du système FLAC, qui ne se fiait pas à l'intuition individuelle mais à un ensemble de processus où l'information circulait constamment dans une unique direction vers le moment du tir. Tout tournait autour de cet instant, qui durait une fraction de seconde, mais qui impliquait l'action conjointe de dizaines de personnes réparties dans différentes fonctions. Une autre partie essentielle du système était la standardisation des procédures. Peu importait qu'une batterie se trouve en périphérie d'une ville ou dans une zone montagneuse du front oriental. Les instructions, les diagrammes, les calculs et les méthodes étaient identiques. Cela permettait que n'importe quel membre d'une unité puisse être transféré à une autre sans avoir à réapprendre sa fonction. Cela facilitait également la supervision depuis des niveaux supérieurs, qui pouvaient évaluer le rendement de chaque batterie en fonction de paramètres communs. Ce niveau d'uniformité n'était pas fortuit, mais répondait à une doctrine opérationnelle qui concevait la défense anti-aérienne comme une structure compacte, sans marge pour l'improvisation ni la créativité individuelle. Les responsables de coordonner toute cette structure travaillaient depuis des bureaux régionaux connectés avec les unités déployées. Depuis là, ils analysaient des rapports quotidiens, ajustaient les positions des batteries, approuvaient des demandes de maintenance et évaluaient les résultats des actions réalisées. Bien que rarement proches des canons, leurs décisions pouvaient déterminer quelles zones étaient renforcées, quels équipements étaient remplacés et quels secteurs passaient à avoir une priorité opérationnelle. À ce niveau, les cartes, les statistiques et les diagrammes étaient aussi importants que les projectiles ou les canons. Même en moment d'inactivité, le système ne s'arrêtait jamais. Les batteries restaient en position, les lignes de communication étaient maintenues ouvertes et les instruments étaient révisés encore et encore, comme si l'attaque était imminente. Cette routine n'était pas une simple mesure de prévention, mais une forme de fonctionnement qui se maintenait même lorsqu'il n'y avait pas de bruit de moteur dans le ciel. C'était précisément cette constance qui définissait le système, une structure qui ne dépendait pas de l'urgence, mais de l'habitude, du contrôle permanent, du détail qui ne pouvait être négligé. C'était là le réseau invisible qui soutenait les canons anti-aériens allemands. Il n'était pas construit avec des briques ni avec du ciment, mais avec des règles fixes, des répétitions exactes et une coordination qui ne permettait aucun vide. Rien de tout cela ne figurait dans les communiqués de guerre, mais c'était ce qui garantissait que, lorsque le moment d'agir arriverait, tout serait déjà préparé. Il n'y avait pas d'improvisation, pas d'attente, pas de doute. Seulement une séquence qui commençait par un ordre distant et se terminait par un tir qui montait vers le ciel, suivant une ligne tracée bien avant que l'ennemi n'apparaisse. L'adolescence armée, les enfants de la FLAC. Au fur et à mesure que la guerre avançait et que les villes allemandes étaient exposées aux attaques aériennes ennemies, les autorités du Reich commencèrent à se tourner vers les pupitres des écoles pour combler les lacunes de la défense anti-aérienne. Les hommes entraînés, les sous-officiers et les techniciens vétérans ne suffisèrent plus. Désormais, la nouvelle source de personnel viendrait des lycées, des gymnases et des salles de classe, où l'on enseignait encore les mathématiques, la littérature ou l'histoire nationale. Ce fut dans ce contexte que les Flakhelfer, des adolescents âgés de 15 à 17 ans, commencèrent à apparaître sur les sites de défense aérienne,
remplaçant, avec leurs uniformes fraîchement repassés, des hommes qui étaient partis auparavant vers le front de l'Est ou les champs d'Afrique du Nord. Beaucoup étaient des élèves du système scolaire national, et d'autres provenaient des jeunesses hitlériennes. Ils étaient donc déjà impliqués dans l'idéologie officielle, bien que jusqu'à ce moment-là seulement de manière symbolique. La transition des enfants en uniforme de parade à des jeunes entourés d'explosifs et de câbles ne tarda pas à se concrétiser. Le régime chercha à faire en sorte que cette incorporation soit perçue comme un geste de fierté, de dévouement patriotique. Sur les murales scolaires, on peignait des scènes de garçons levant les jumelles aux côtés des officiers, on distribuait des pamphlets montrant des jeunes opérant des projecteurs de recherche ou suivant la trajectoire des bombardiers ennemis. Et on organisait des discussions où l'on exaltait la figure du nouveau soldat juvénile, utile depuis l'arrière. Dans de nombreuses écoles, les directeurs étaient chargés de transmettre que c'était la prochaine étape logique dans l'engagement envers la patrie. Ainsi, ce qui commença comme un appel volontaire finit par devenir une routine imposée. Les familles recevaient des notifications indiquant que leurs enfants seraient affectés à des postes d'artillerie anti-aérienne et les élèves étaient transférés de leur ville vers les camps où les troupes s'entraînaient. De nombreux parents n'osaient pas protester et ceux qui le faisaient recevaient une réponse sèche. C'était pour le bien du Reich. Une fois incorporés, les jeunes étaient envoyés dans des centres d'entraînement rapide où, en quelques semaines, ils devaient apprendre les bases de la manipulation des dispositifs, les règles de sécurité, les signaux sonores et les procédures d'urgence. Il ne s'agissait pas d'une formation complète comme celle d'un soldat adulte, mais d'une préparation minimale qui permettrait aux garçons d'accomplir des tâches secondaires, même si cela signifiait souvent aussi faire face au feu direct. On leur apprenait à calculer les distances, à manier les instruments d'observation, à collaborer au processus de chargement des munitions et à travailler en synchronisation avec le reste de l'unité. Bien que théoriquement ils fussent là pour des tâches de soutien, il devint vite clair que les officiers n'hésitaient pas à leur assigner des fonctions plus risquées si la situation l'exigeait. En arrivant aux batteries, les jeunes étaient reçus par des équipes déjà consolidées. Les vétérans les observèrent souvent avec un mélange de méfiance et de résignation. Les commentaires sarcastiques sur la petite taille des nouvelles recrues ne manquèrent pas, ni les regards critiques lorsque l'un d'eux commettait des erreurs par inexpérience. Cependant, au fil des jours, et face à la continuité des bombardements, ces mêmes adolescents commencèrent à prouver qu'ils étaient capables de suivre les ordres, de résister aux tensions du combat et d'assumer des responsabilités de plus en plus complexes. Certains officiers plus compréhensifs essayaient de les guider sans les traiter avec dureté, sachant que beaucoup n'avaient même pas terminé le baccalauréat. D'autres, en revanche, ne montraient aucune patience et appliquaient la même discipline qu'aux adultes, comme si ces garçons avaient franchi une ligne invisible en revêtant un uniforme gris verdâtre. Le premier choc réel pour beaucoup de Flakhelfer arrivait pendant la nuit, lorsque les alarmes aériennes interrompèrent le repos, et qu'ils devaient courir vers leur poste au milieu du fracas des sirènes. Là, entre les cris de commandement, les lumières des projecteurs et le rugissement des moteurs ennemis, ils apprenaient ce que signifiait être dans une zone active. À ces moments, il n'y avait pas le temps de se rappeler les cours d'histoire, ni les chansons apprises dans les jeunesses hitlériennes. Tout était vitesse, coordination et résistance. Certains se paralysaient pendant les premières attaques, d'autres suivaient les instructions sans réfléchir, avec un mélange de peur et de détermination. Il était habituel qu'à la fin de la journée, ils reviennent au baraquement sans dire un mot, allongés sur leur lit de camp, avec leurs vêtements encore sales de poudre. Dans beaucoup de cas, les batteries où ils étaient affectés se trouvaient près de villes industrielles ou de zones stratégiques, ce qui en faisait une cible récurrente des bombardements. Si les rapports officiels parlèrent des Flakhelfer comme exemple de la nouvelle jeunesse combative, on savait, à l'intérieur des enceintes militaires, que ces garçons étaient fragiles et que les pertes ne tarderaient pas à arriver. Les commandants de groupe étaient obligés de notifier les familles lorsqu'un d'entre eux tombait durant une attaque. Les lettres officielles utilisaient un langage sobre et cérémoniel, mais ne pouvaient cacher la réalité. Des garçons qui jouaient au football scolaire quelques semaines auparavant gisaient maintenant parmi les débris d'une plateforme détruite. Dans certaines villes, on commença à organiser de petites funérailles, avec des drapeaux couvrant les cercueils, où les camarades formaient des rangs, le bras levé, tandis que les professeurs assistaient en silence, sans savoir s'ils devraient se rendre à un autre enterrement la semaine suivante.
La normalisation progressive de la présence juvénile au poste de FLAC se reflétait aussi dans la routine quotidienne. Les adolescents ne vivaient pas seulement dans les mêmes casernes que les soldats adultes, mais ils partageaient les repas, les tours de garde et les tâches de maintenance. Au fil des mois, beaucoup adoptaient les habitudes des plus âgés, apprenaient l'argot militaire et s'habituaient au bruit constant de l'environnement. Les plus habiles étaient promus à des postes de contrôle ou désignés comme aides d'officiers, tandis que d'autres restaient dans des fonctions plus basiques, comme le nettoyage de composants, le contrôle du temps de rechargement ou la transmission d'ordres entre sections. L'intégration était progressive, mais inévitable, et au bout de quelques semaines, on ne distinguait déjà plus les vétérans des recrues dans beaucoup de tâches opérationnelles. Bien que beaucoup arrivassent avec un mélange d'enthousiasme et de peur, convaincus qu'ils faisaient ce qui était juste pour leur pays, cet état d'esprit se transformait vite en épuisement et en résignation. Le quotidien était marqué par la tension constante, les longues gardes et l'incertitude de ne pas savoir si les sirènes sonneraient à nouveau cette nuit. Les bombardements nocturnes laissaient souvent plus que des ruines. Parmi les décombres, il n'était pas rare de trouver des corps d'adolescents avec des casques toujours en place ou des vestes roussies, piégés à côté des dispositifs qu'ils tentaient de protéger. Dans certains endroits, les équipes de secours étaient les camarades eux-mêmes, qui, avec des pelles et les mains nues, essayaient de déterrer ceux qui étaient restés sous les plateformes ou près des dépôts de munitions qui avaient explosé. Les premiers rapports internes qui parvinrent au commandement parlaient de pertes tolérables, mais ces chiffres cachèrent des réalités douloureuses, des noms rayés sur des listes scolaires, des familles qui recevaient des télégrammes laconiques et des communautés entières qui commençaient à comprendre que la guerre n'était plus quelque chose de lointain. Les photographies officielles continuaient de montrer les Flakhelfer comme des visages déterminés face à l'ennemi, mais dans les coulisses de la propagande, les commandants savaient qu'ils brûlaient les étapes de manière brutale. Certains bataillons essayaient de faire tourner les jeunes plus souvent pour qu'ils se reposent ou retournent quelques jours dans leur ville, mais d'autres n'avaient pas cette possibilité et les maintenaient simplement en service continu, sans pause ni remplacement. À l'intérieur des casernes, les tentatives pour maintenir une certaine normalité incluaient des classes improvisées, des lectures en groupe et même des jeux de cartes, bien que rien ne pût dissimuler qu'ils vivaient comme des adultes dans un environnement qui ne leur correspondait pas. Certains essayaient d'écrire des journaux ou des lettres à leurs parents, mais ne savaient souvent pas comment expliquer ce qu'ils vivaient sans alarmer. À plus d'une occasion, les superviseurs lisaient ces lettres avant qu'elles ne soient envoyées et demandaient qu'elles soient modifiées ou les détruisaient directement. Le régime préférait que les récits personnels ne contredisent pas le message officiel. Malgré cela, les rumeurs circulaient. On parlait de camarades morts par la mitraille, d'incendies dans les baraquements, d'erreurs d'alarme qui avaient coûté des vies et d'officiers qui dissimulaient des chiffres pour éviter des sanctions. La cohabitation avec des soldats plus âgés apportait aussi d'autres tensions. Certains jeunes étaient la cible de blagues lourdes, d'abus de pouvoir ou de tâches humiliantes. Bien qu'officiellement tous fissent partie de l'effort militaire, dans la pratique les adolescents restèrent ceux-là, des mineurs avec peu d'expérience, manipulés par un système qui les plaçait à la limite entre le devoir et l'obéissance aveugle. Cependant, on trouvait aussi des cas de solidarité, des vétérans qui partageaient leurs provisions, qui enseignaient des astuces pour identifier les avions ennemis ou qui les couvraient durant les bombardements. Cette ambivalence faisait partie du quotidien, et avec le temps, les plus jeunes commençaient à imiter les gestes des adultes, à utiliser le même ton de voix, à endurcir les expressions et à s'habituer au son des explosions comme si cela faisait partie du paysage. Un des aspects les plus délicats était l'impact psychologique, bien qu'à ce moment-là, personne ne le nommât ainsi. Certains garçons commençaient à souffrir d'insomnie, sursautaient au moindre bruit fort ou se montraient absents durant les conversations. D'autres réagissaient par des accès de colère, de désobéissance ou d'isolement total. Les responsables de chaque unité recevaient des instructions pour maintenir la discipline à tout prix, et il était rare qu'on reconnût qu'un des garçons avait besoin de repos ou de traitement. Ce n'est que lorsque le comportement devenait incontrôlable qu'on procédait à son transfert, bien que cela pût impliquer des représailles, des rapports négatifs ou même des accusations de lâcheté. Pour beaucoup, il était plus facile de garder le silence, de continuer comme si de rien n'était et d'espérer que la prochaine alarme ne serait pas la dernière. Au fil des mois, de nouveaux groupes d'adolescents commencèrent à arriver au poste de FLAC.
Ceux qui étaient là depuis plus longtemps agissaient comme des tuteurs improvisés, expliquant ce que les manuels ne disaient pas. Comment réagir si l'officier responsable tombait? Comment agir si les câbles étaient détruits par une explosion? Comment identifier si une bombe incendiaire était restée active parmi les équipements? Cette transmission de savoir non officiel devint un réseau parallèle de survie, où les erreurs se payaient de vie et les réussites étaient remerciées en silence. Dans cet environnement, la jeunesse s'estompait. Personne ne demandait plus qui avait 15 ou 17 ans, car tous étaient vêtus de la même manière, mangeaient la même chose et dormaient avec le même sursaut. Dans les bureaux centraux, certains commandants commencèrent à se demander jusqu'à quel point il était utile de continuer à envoyer des adolescents vers ces destinations. Bien que beaucoup accomplissent ce qui leur était assigné, il était aussi vrai que le coût en vie et en ressources pour les former dépassait parfois le bénéfice militaire. Cependant, la machinerie du régime continuait de tourner, et tandis que les pertes adultes s'accumulaient sur le front oriental, les salles de classe continuèrent de se vider. Ce qui avait été au début une mesure exceptionnelle devint une pratique systématique, et le terme Flakhelfer devint partie intégrante du vocabulaire quotidien de la guerre. À la fin de cette année-là, dans certaines villes, des cérémonies officielles furent organisées où l'on récompensait les plus méritants avec des diplômes, des médailles mineures ou des mentions à la radio locale. On les montrait comme des exemples de la nouvelle génération allemande, forte, loyale et prête à tout donner pour sa nation. Mais ces reconnaissances contrastaient avec les visages de ceux qui rentraient chez eux en silence, les vêtements râpés, les épaules courbées et le regard fixé au sol. Ils avaient vu tomber leurs amis, avaient passé des semaines sans bien dormir, avaient obéi sans se poser de questions, et maintenant ils rentraient sachant que, tôt ou tard, ils pourraient être rappelés. Pour beaucoup, cette expérience a non seulement marqué leur passage dans la guerre, mais leur a aussi arraché l'adolescence sans prévenir, les laissant dans un point mort entre l'enfance qui n'existait plus et une vie d'adulte à laquelle ils furent repoussés de force. Objectif parfait, l'enfer d'être vu et de ne pas pouvoir courir. Ceux qui étaient en charge des canons anti-aériens savaient dès le premier jour qu'ils n'avaient aucune échappatoire. Contrairement à d'autres unités qui pouvaient se déplacer ou se couvrir en mouvement, les batteries flak étaient installées à des points fixes avec une mission claire et rigide, abattre les bombardiers ennemis avant qu'ils n'atteignent leurs objectifs. Cette immobilité les convertissait en proie facile, car les avions alliés savaient avec précision où ils se trouvaient et comment attaquer. Depuis les airs, les tours de béton, les anneaux de canon entourant des villes, des usines ou des zones ferroviaires se détachaient comme des silhouettes reconnaissables entre toutes, sans possibilité de camouflage ni de déplacement. Ils étaient là pour résister, pas pour bouger, et cela signifiait que, tôt ou tard, ils seraient atteints. Les groupes chargés de ces postes restaient jour et nuit auprès de leurs armes, sans marge de retraite lorsque l'attaque était imminente. Une fois que les sirènes sonnaient et que les échos des moteurs remplissaient le ciel, la seule chose qui restait était de s'accrocher à la routine. Charger, pointer, tirer et recommencer, espérant qu'une des rafales parviendrait à percer la formation ennemie avant qu'elle ne lâche sa cargaison. Mais ce n'était pas une compétition équilibrée. L'ennemi qui venait du ciel le faisait en groupe bien organisé, avec des informations détaillées sur chaque position défensive, et avec un armement spécifique pour pulvériser tout ce qui se trouvait en dessous. Les formations de bombardiers lourds alliés s'étaient perfectionnées avec le temps. Au milieu de la guerre, ils se déplaçaient déjà en groupes de dizaines d'avions avec des trajectoires étudiées, des altitudes précises et des armements en abondance. Les B-17 nord-américains, par exemple, ne transportaient pas seulement des bombes de forte puissance, mais étaient également entourés de mitrailleuses pour couvrir tous les angles. Les Britanniques, pour leur part, faisaient confiance aux Lancaster, dont les capacités de charge et la résistance les rendaient idéaux pour traverser le cœur de l'Allemagne. Les deux modèles étaient connus des opérateurs flak, qui savaient distinguer leur silhouette même de loin, et connaissaient aussi les conséquences de ne pas en atteindre un seul. Le véritable problème était que, même si certains projectiles parvenaient à impacter, cela ne suffisait pas. Il fallait une coordination parfaite pour réussir à interrompre un bombardement entier, et cela arrivait rarement. La plupart du temps, les canons réussissaient à endommager ou à abattre un ou deux avions, tandis que le reste de la formation continuait sa route avec la même froideur, accomplissant sa mission sans altération.
En l'espace de quelques secondes, une batterie entière pouvait être ensevelie sous une pluie d'explosifs. Les images d'anneaux complets de flaques ravagés en quelques minutes se répétèrent en différents points du pays, des bords industriels de la Ruhr jusqu'aux abords de Hambourg. Là où ils étaient installés, ils étaient marqués comme cibles fixes, et ce n'était qu'une question de temps avant que leur tour n'arrive. Les limitations étaient évidentes même d'un point de vue mécanique. Chaque batterie avait une portée déterminée qui ne pouvait varier, avec des angles fixes qui obligeaient à repositionner tout le système chaque fois que les avions se déplaçaient. Le rechargement avait aussi ses temps et ne pouvait être accéléré sans compromettre la stabilité du tir. Le manque de mobilité convertissait chaque opération en une course contre la montre. Si les artilleurs ne parvenaient pas à une réponse effective dans les premières secondes, ils perdaient toute opportunité de modifier l'issue. Il n'y avait pas de marge pour les erreurs ni les corrections. Tout dépendait d'agir avec exactitude dès le premier tir. Les rapports de l'époque montrent que l'immobilité n'était pas le seul problème. Les défenses ne pouvaient pas couvrir tous les angles en même temps, et les attaques ennemies le savaient. Dans beaucoup de cas, tandis qu'une batterie se concentrait sur un groupe d'avions qui arrivait de l'ouest, un autre contingent apparaissait du sud, déchargeant des explosifs sans résistance. Cette vulnérabilité par saturation devint de plus en plus courante à mesure que les Alliés perfectionnaient leur route d'entrée, cherchant des zones de faiblesse entre les anneaux défensifs allemands. Bien que l'on ait tenté des changements dans la distribution des pièces et dans la formation de zones de tir croisées, les limites physiques restaient les mêmes. Chaque arme était là où elle était et ne pouvait pas bouger lorsque les conditions changeaient. Sur le terrain, les artilleurs apprirent vite que rester à leur poste durant un bombardement était une condamnation. Certains parvenaient à se réfugier sous les plateformes ou parmi les débris de béton, mais beaucoup d'autres n'avaient pas le temps de bouger. Les explosions tombaient là si près que, dans plusieurs épisodes documentés, les corps étaient trouvés avec les écouteurs en place et les mains encore sur les commandes. La séquence était brutale et sans pause. Au moment où la position du flak était identifiée, les avions assignaient une partie de la charge exclusivement pour cette zone. Ce qui se passait ensuite était une combinaison de précision et de puissance impossible à contenir depuis le sol. Une des tactiques les plus dévastatrices qui commença à être utilisée de manière intensive fut le lancement coordonné de bombes incendiaires et à fragmentation. Tandis que certaines bombes explosaient, générant des cratères et détruisant des structures, d'autres tombaient avec l'unique objectif de déclencher un incendie sur ce qui restait debout. Les projectiles chargés de napalm adhéraient au corps, aux débris d'armement, aux véhicules auxiliaires, et rendaient impossible toute tentative de réponse ou de sauvetage. Au milieu des flammes, les munitions stockées commençaient à exploser, générant une chaîne d'explosions qui finissait de désintégrer le lieu. En plus d'une occasion, une simple rafale bien lancée depuis les airs provoquait l'inutilité de tout le système flak en moins de 5 minutes. Les récits les plus crus venaient de ceux qui parvenaient à survivre à une attaque directe. Il ne s'agissait pas seulement des blessures, mais du chaos immédiat qui suivait l'impact. Dans les secondes qui suivaient le bombardement, il n'y avait pas d'ordre clair ni de temps pour se regrouper, et les cris au milieu des débris étaient la seule indication qu'il restait encore quelqu'un de vivant. Les lignes téléphoniques étaient coupées, les postes de commandement improvisés étaient réduits en ruines, et les rares qui pouvaient bouger se voyaient obligés de chercher dans la poussière les restes de leurs camarades ou les fragments réutilisables d'un canon qui n'aurait pas été entièrement détruit. Il était courant que la zone fût couverte d'un mélange épais de fumée, de particules ardentes et d'une odeur de matériaux brûlés. Ceux qui réussissaient à sortir en rampant savaient qu'une autre attaque pouvait arriver en l'espace de quelques minutes et que la prochaine escadrille ne pardonnerait peut-être pas ce que la précédente avait laissé debout. Dans ces conditions, l'idée de résistance ne tenait pas et beaucoup de défenses tombaient sans avoir réussi à tirer plus qu'un ou deux coups. Les chiffres internes, bien que cachés au public, montraient une réalité qui se répétait sur différents fronts. Les positions fixes de flak étaient détruites plus rapidement qu'elles ne pouvaient être remplacées. La concentration du feu sur chaque emplacement n'était plus aléatoire ni dispersée. Au fil des mois, les Alliés avaient accumulé des cartes détaillées, des photographies aériennes et des enregistrements constants de toutes les zones de tir connues. Chaque fois qu'une nouvelle batterie était érigée, un plan existait déjà pour sa neutralisation. Ceci s'aggravait lorsque les mêmes routes étaient utilisées plus d'une fois, car les défenses ne pouvaient pas effectuer de rotation, tandis que les bombardiers pouvaient varier leur schéma selon l'occasion.
Cette flexibilité aérienne contrastait brutalement avec la rigidité de ceux qui devaient rester au sol, attendant que le prochain bombardement les trouve de la même manière que le précédent. L'une des ressources les plus dangereuses introduites par les Alliés fut l'utilisation de bombes à fragmentation conçues spécifiquement pour éliminer le personnel et l'équipement léger. Celles-ci ne cherchaient pas à détruire des bâtiments ou des structures massives, mais à éparpiller de petits explosifs sur une surface étendue, rendant impossible de trouver refuge. Un seul passage pouvait couvrir des centaines de mètres d'artefacts qui éclataient au moindre contact et mettaient hors de combat non seulement les artilleurs, mais aussi les chargés des fournitures, des transmissions ou des premiers secours. Dans beaucoup de cas, ceux qui s'en sortaient indemnes restaient piégés au milieu d'un champ miné par des fragments actifs, sans savoir dans quelle direction se déplacer. À mesure que les attaques s'intensifiaient, certaines zones tentèrent de renforcer la couverture avec des couches supplémentaires de béton, des structures anti-explosifs ou des filets métalliques pour dévier les fragments. Mais ces solutions étaient partielles et n'étaient d'aucune utilité contre le feu combiné. Un bombardement coordonné, avec différents types de charges lancées en séquence, pouvait traverser n'importe quelle barrière. Les explosions se superposaient, faisant éclater les toits, puis les supports, puis les murs, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un cratère fumant là où se trouvait auparavant une position de défense. Les tentatives de fortification finissaient par être inutiles face à la quantité et à la précision de l'armement qui tombait du ciel. Les routes d'approche avaient également été étudiées au millimètre par les Alliés. Ils évitaient les zones de plus forte concentration défensive, entraient selon des angles inattendus ou effectuaient des vols nocturnes pour réduire la capacité de réaction. Cela obligeait les artilleurs à rester en état d'alerte constant, sans savoir d'où viendrait le prochain groupe. La tension accumulée était visible dans chaque mouvement. Beaucoup travaillaient sans dormir pendant des quarts prolongés, les yeux fixés sur le radar ou le ciel, essayant de détecter la moindre ombre qui romprait la monotonie. Certains s'effondraient d'épuisement au milieu de la journée, d'autres étaient remplacés par des soldats tout aussi épuisés, mais le système ne s'arrêtait pas. Parallèlement, les communications internes devinrent de plus en plus chaotiques. Les ordres arrivaient en retard ou n'arrivaient pas, et les unités opéraient par réflexe plus que par instruction coordonnée. Parfois, 2 batteries voisines tiraient dans des directions opposées, sans savoir que l'objectif avait changé, ou restait attendre des renforts qui n'arrivaient jamais. La saturation du système, ajoutée à la destruction progressive des tours de commandement, transformait chaque journée en un exercice de survie plus que de défense organisée. C'était une guerre statique contre une force aérienne qui ne cessait d'améliorer sa précision et sa létalité. Les mémoires recueillies après le conflit montrent que beaucoup de ceux qui sont passés par une position flak n'en ont plus jamais parlé. Certains ne le supportaient tout simplement pas, d'autres se sentaient marqués par le souvenir d'avoir fait partie d'une machine qui n'offrait aucune issue. Il ne s'agissait pas seulement de la peur de mourir, mais de la sensation d'être attaché à un endroit où le danger était inévitable. Personne ne pouvait s'échapper quand commençait le bombardement, personne ne pouvait bouger de son poste, personne ne pouvait choisir de tirer ou non. Ils étaient là, visibles à des kilomètres de distance, attendant que la prochaine vague ne fût pas la dernière. Même dans les derniers mois, lorsque la détérioration du front était évidente et que les priorités changeaient, les batteries continuaient de fonctionner comme si tout dépendait d'elles. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Leur tâche restait de couvrir des usines, des ponts, des dépôts de munitions ou des gares ferroviaires, même s'ils savaient qu'ils ne pourraient pas tout arrêter. La différence était que maintenant, ils le faisaient en sachant que la possibilité de survivre était minimale. Les défenses continuaient de tirer non par stratégie, mais par inertie. Les ordres continuaient d'arriver même s'ils n'avaient plus de sens, et les canons continuaient de pivoter vers le ciel, même si personne n'espérait qu'ils seraient suffisants. Le silence qui restait après une attaque était plus fort que le fracas qui la précédait. Parmi les débris, on n'entendait que les craquements de la structure, le claquement des câbles brisés ou le crépitement d'une flamme qui s'obstinait à ne pas s'éteindre. Les rares qui restaient debout ne parlèrent pas. Ils marchaient parmi les corps, examinaient les restes, poussaient avec les mains ce qui était auparavant des pièces fonctionnelles. Ensuite, les camions arrivaient pour ramasser ce qui pouvait être récupéré. Les remplaçants arrivaient sans poser de questions, et le cycle recommençait, toujours au même endroit, toujours avec le même résultat. Bombes à nom propre, les jours qui effacèrent des régiments entiers.
Les grandes opérations de bombardement alliées, au nom aussi bien choisi que destructeur, non seulement rasèrent des villes entières et tuèrent des milliers de civils, mais transformèrent également les positions flak en véritables pièges mortels. Lorsque l'alarme fut déclenchée à Hambourg au milieu de 1943, ce n'était pas la première fois que les opérateurs de canons antiaériens se préparaient à tirer, mais personne n'imaginait que cette campagne serait différente de toutes les précédentes. Le nom dont les Britanniques l'ont baptisé, Opération Gomorrhe, n'était pas le fruit du hasard. Pendant plusieurs jours consécutifs, les escadrilles de bombardiers revirent sans cesse sur la même ville, ravageant des zones complètes et revenant juste au moment où il semblait que cela était terminé. Les batteries antiaériennes, déployées sur les toits, les cours industriels et les zones ouvertes, furent littéralement ensevelies avec les hommes qui les maniaient, piégés entre les ondes de choc, la pluie de mitraille et les incendies qui se propageaient sans contrôle. Dans de nombreux secteurs, les positions flak cessèrent de tirer non par manque de munitions, mais parce qu'il ne restait plus personne de vivant pour charger les pièces. Tandis que les cieux se remplissaient d'une lueur constante qui atteignait même les banlieues, les pertes parmi les équipes flak se comptaient par dizaines dans chaque secteur. Ce n'étaient pas seulement des impacts directs qui en finissaient avec eux, mais la chaleur, la fumée et l'effondrement des structures où ils étaient installés. Dans les récits qui ont survécu, on décrit comment certaines unités étaient complètement ensevelies sous des montagnes de briques, de vitres et de débris métalliques avant même d'avoir eu le temps de réagir. D'autres équipes, situées dans des zones plus ouvertes, furent atteintes par des fragments de bombes lancés depuis des hauteurs supérieures à 6000 mètres, sans qu'ils puissent même apercevoir l'avion qui les avait condamnés. La défense antiaérienne à Hambourg fut aussi inutile que coûteuse. Dans de nombreux secteurs, l'artillerie ne parvint pas à stopper l'avancée des bombardiers, et ceux qui tirèrent depuis le sol savaient qu'ils n'étaient pas en train de sauver la ville, mais d'essayer de mourir dignement. Ce même modèle se répéta des mois plus tard sur Berlin, lorsque l'appelée opération Thunderclap prétendait forcer une reddition anticipée par la terreur aérienne. Le commandement flak à Berlin disposait d'un des réseaux les plus denses et les mieux organisés de toute l'Allemagne, avec des tours antiaériennes renforcées, des canons lourds sur les anneaux externes et une coordination centralisée. Mais rien de cela ne servit lorsque les attaques se produisirent simultanément depuis différents points et à différentes hauteurs. Les formations alliées arrivèrent par le nord, traversaient au-dessus du centre de la ville et sortèrent par le sud, tandis que de nouveaux groupes entraient par l'ouest. Les opérateurs flak se retrouvaient saturés, sans capacité de suivre toutes les cibles, ni de maintenir un feu soutenu dans toutes les directions. Les communications entre les tours et les postes intermédiaires échouaient fréquemment à cause des coupures d'électricité, et la fumée des incendies empêchait de voir clairement les formations ennemies. Dans de nombreuses sections urbaines, les tours flak, qui en théorie étaient presque indestructibles, subirent des impacts directs ou des effondrements partiels. Les plateformes extérieures restèrent exposées aux ondes de choc, qui déplacèrent même les artilleurs les plus expérimentés. Certains témoins ont parlé de camarades littéralement projetés en l'air lors de l'explosion des dépôts de projectiles voisins. Dans les gares de triage et les zones industrielles de l'anneau extérieur, les unités mobiles de flak, qui avaient été déployées sur des camions ou des wagons adaptés, furent simplement pulvérisées par les bombardements en chaîne. Au fil des jours, il devint évident que les défenses étaient non seulement insuffisantes, mais qu'elles étaient annihilées de manière méthodique. Les rapports ultérieurs de survivants parlent de journées entières, sans pouvoir descendre des positions par peur de rester piégés, de batteries qui continuaient à tirer bien qu'elles ne reçussent plus d'ordre, et de commandants qui disparaissaient sans laisser de traces. Dans une des zones industrielles les plus touchées de l'est de Berlin, un groupe de jeunes qui opérait une batterie légère fut retrouvé plusieurs jours après les attaques, complètement calciné, les mains encore sur les manivelles des canons. Mais si les campagnes aériennes sur les grandes villes furent brutales, l'appelée bataille de la Ruhr en 1943 représenta une nouvelle dimension pour les unités flak, car là-bas, elles devaient non seulement affronter le bombardement systématique des centres industriels, mais aussi une pression constante durant des semaines. Les usines, dépôts, raffineries et centrales électriques de la région furent attaquées avec une intensité quotidienne, et cela obligea à maintenir opérationnels tous les dispositifs défensifs sans repos. Les opérateurs flak dormaient à peine, mangeaient sur les plateformes et réparaient les systèmes entre une attaque et l'autre. La saturation physique et mentale fut telle
que certains postes faisaient tourner les servants blessés s'ils pouvaient encore tenir les pièces avec une seule main. Contrairement à d'autres zones, il n'y eut ici ni trêve ni pause pour se réorganiser. Dans des villes comme Essen, Duisbourg ou Bochum, où les complexes métallurgiques s'étaient entourés d'anneaux de batteries antiaériennes, les attaques furent si répétées que le terrain changea de forme. Dans plusieurs rapports, on parle de zones où le sol s'est enfoncé à cause du nombre d'explosions et de tranchées qui cessèrent d'être utiles parce qu'elles disparurent tout simplement. Les positions flak furent prises au piège dans cette usure, recevant des impacts à chaque vague, sans possibilité de réparer les tours, ni de se réapprovisionner complètement. Dans beaucoup de ces zones, quand finalement des renforts furent envoyés, la seule chose qu'ils trouvèrent fut des structures fumantes et des pièces inutilisables. Il n'y eut pas de liste détaillée de pertes, car, selon les propres rapports, dans plusieurs détachements, il ne resta personne de vivant pour les rédiger. Dans les dernières semaines de l'offensive sur la Ruhr, les opérateurs flak se retrouvaient à travailler au milieu de cratères, de ruines et de tas de décombres qui avaient auparavant été des zones urbaines. Les routes de ravitaillement étaient bloquées ou exposées et les véhicules de munitions ne pouvaient s'approcher sans être détectés par l'aviation ennemie. Les artilleurs marchaient sur de longues distances traînant des caisses entre des zones dévastées, tandis que les sirènes continuaient de sonner sans répit. La majorité de ceux qui résistaient à leur poste le faisaient sans savoir si leur tir avait un effet réel ou s'ils suivaient une routine inutile face à une force qui ne faiblissait pas. À mesure que les attaques se répétaient, les ordres devenaient plus chaotiques et les pertes augmentaient en silence. Dans certains secteurs industriels, les commandants décidèrent de ne pas remplacer les équipes détruites parce qu'ils savaient que leurs positions seraient balayées à nouveau le jour suivant. Les batteries restaient abandonnées, avec des pièces tordues et des taches noires là où les hommes étaient tombés. À la différence des fronts traditionnels où les combats avançaient en ligne mobile, les zones flak demeuraient immobiles, piégées dans un terrain où l'ennemi ne mettait pas les pieds, mais le détruisait depuis les airs. Cette sensation d'être coincé sans bouger s'aggrava durant l'offensive alliée en Normandie. Là-bas, les canons anti-aériens allemands furent déployés avec l'idée de protéger des ponts, des croisements logistiques et des zones de ravitaillement. Mais dans la pratique, ils devinrent les premières cibles des chasseurs bombardiers. Chaque fois qu'un convoi tentait de se déplacer vers le front, les cieux se remplissaient d'appareils alliés qui non seulement bombardaient leur route, mais traquaient également toute pièce flak active. Les batteries lourdes, visibles depuis les airs par leur taille, étaient localisées rapidement et les attaques se répétaient avec une précision croissante. Les unités légères, qui se déplaçaient sur des camions ou des plateformes mobiles, subissaient des embuscades aériennes avant de pouvoir entrer en action. Dans cette phase du conflit, les opérateurs flak ne craignaient plus seulement les bombes, mais aussi le feu de mitrailleuses à basse altitude. Certains furent atteints tandis qu'ils couraient entre les positions, d'autres alors qu'ils tentaient de recharger au milieu d'une rafale. Les rapports recueillis après la chute de plusieurs positions parlent de casques perforés, de boucliers métalliques détruits et de corps calcinés à côté de pièces fondues. À certains endroits, les restes étaient impossibles à identifier à cause du niveau d'abrasion. L'usage systématique de phosphore et de charges incendiaires augmenta la destruction, et les artilleurs, enfermés dans leur propre poste, restaient piégés dans les flammes sans possibilité d'évacuation. Le mot « immobile » cessa d'avoir un sens technique pour devenir une sentence. Ce qui se produisit en Normandie se répéta dans beaucoup d'autres endroits de l'Europe de l'Ouest, mais avec une intensité de plus en plus grande. Dans les semaines suivantes, les témoignages des survivants commencèrent à se faire rares, non par peur, mais parce que ceux qui restaient en vie étaient de moins en moins nombreux. Les remplacements envoyés depuis l'arrière-garde arrivaient tard ou étaient inexpérimentés, et les officiers savaient que ces incorporations ne survivraient pas longtemps. Dans certains détachements, les recrues étaient instruites directement sur les plateformes, sans manuel ni entraînement préalable, et envoyées à tirer sans avoir complété un seul cycle de feu. Les pertes croissaient avec une telle rapidité que dans certains secteurs, il fut ordonné de ne plus enregistrer de noms individuels dans les rapports. On parlait de perte totale du poste, disparition complète du détachement ou silence opérationnel. Le langage technique ne servait plus à décrire ce qui était en train de se produire. Dans le nord de la France, durant le repli général vers le Rhin, plusieurs bataillons complets d'artillerie anti-aérienne furent anéantis sans qu'ils aient eu le temps de participer au combat.
Les unités furent détectées par l'aviation alliée, tandis qu'elles se déplaçaient sur des routes rurales, et les attaques aériennes ne laissèrent aucun survivant. La seule chose que l'on trouva après fut des tas d'acier tordus, des uniformes désintégrés, des casques carbonisés et des canons cassés en deux. À l'un de ces endroits, un bataillon entier resta enfermé dans un fossé au bord du chemin, sans issue possible, lorsqu'un groupe de chasseurs lança des bombes à fragmentation. Aucun des corps ne fut récupéré. Les pièces qu'ils transportaient furent abandonnées, et les restes humains restèrent couverts par la terre remuée après les explosions. Il n'y eut ni cérémonie ni rapport détaillé. Seulement fut envoyée une note avec l'entête « Bataillon neutralisé durant déplacement ». Au fil des mois, l'impact de ces opérations s'accumula sur le moral des artilleurs survivants. On ne parlait plus de défendre des villes, ni d'intercepter des formations ennemies, mais de résister en silence, de tirer quand c'était possible, et d'accepter que le feu ennemi était plus rapide, plus précis et plus constant. Dans de nombreuses positions, les hommes dormaient habillés, sans enlever leurs casques ni abandonner les sièges. Les pauses entre les attaques n'étaient pas du repos, mais des préparatifs pour la suivante. Certains canons restaient recloués dans une seule direction, car les opérateurs n'osèrent pas les bouger par crainte de rester exposés. À plusieurs endroits, on trouva des projectiles stockés à moitié enterrés, car plus personne ne pouvait les charger. L'effort pour maintenir actifs ces postes de défense se transforma en une lutte d'usure impossible. Les pièces les plus grandes nécessitaient un entretien quotidien, mais il n'y avait ni techniciens ni outils disponibles. Les plateformes se corrodaient à cause de l'humidité, les câbles de connexion se cassaient avec les vibrations, et beaucoup de systèmes de pointage restèrent hors service. Malgré cela, certains continuaient à tirer à l'aveugle, calculant les trajectoires à la main, avec des feuilles volantes ou simplement par intuition. Les ordres arrivaient avec des heures de retard, lorsque les formations alliées avaient déjà terminé leur parcours. Ce qui était autrefois un réseau coordonné de défense s'était transformé en une collection de points isolés, silencieux et condamnés. Personne n'attendait de renfort, ni d'évacuation, ni même de reconnaissance. À la fin, les opérations avec un nom devinrent des symboles de destruction totale pour ceux qui manièrent les flaques. Hambourg fut rappelé pour le feu qui ne s'éteignait pas, Berlin pour les tours cassées, la Ruhr pour la fatigue sans trêve, et la Normandie pour le châtiment venu du ciel sans possibilité de réponse. Pour ceux qui ont survécu, si jamais quelqu'un l'a fait, il ne resta ni gloire ni archive. Seulement la certitude que rester immobile signifiait mourir, même sans avoir tiré. Tirer ou tomber, le piège mortel du flak allemand. Au moment où le ciel se remplissait d'avions ennemis, les hommes postés aux positions de défense anti-aérienne n'avaient aucune échappatoire possible. Si les bombardiers réussissaient à transpercer les couches de feu et arrivaient dans leur zone, il n'y avait ni tunnel, ni fossé, ni mur qui offraient une couverture. Ceux qui opéraient les canons restaient figés à leur poste, sans autre option que de continuer à tirer, tandis que le sol tremblait sous leurs pieds. Les explosions secouaient les structures et le fracas éteignait tout autre signal. Aucun d'entre eux n'avait de refuge assigné, et même s'ils en avaient eu, la distance entre les batteries et n'importe quel type de cachette était inatteignable quand commençait la tempête. Au milieu des attaques les plus intenses, les positions flak devinrent de plus en plus isolées, sans possibilité de recevoir de renforts ni d'informations depuis les postes de commandement. Les artilleurs, pris au piège entre le vacarme des moteurs et la pluie d'explosifs, se voyaient obligés d'improviser sans savoir même combien d'avions restaient dans le ciel. Les ordres mettaient du temps à arriver ou n'arrivaient tout simplement pas, et beaucoup de batteries continuaient à tirer par inertie, comme si le bruit de fond était déjà un signal suffisant. Sans coordination ni guide, la majorité des tirs allèrent dans le vide, mais personne n'abandonnait son poste. D'en haut, les pilotes ennemis reconnaissaient rapidement une batterie anti-aérienne quand ils la localisaient. Ce n'était pas difficile. Il suffisait de détecter le modèle des tirs, la géométrie des canons, la fumée au sol, ou même le mouvement des camions de munitions. Une fois signalées, ces positions étaient une cible prioritaire. Au lieu de les esquiver ou de passer au large, certains avions descendaient en altitude et revenaient lentement au-dessus d'elles, comme provoquant ceux qui tiraient depuis le bas. Parfois, ils ne lâchaient pas de bombes, ils passaient simplement au-dessus, sachant que cela suffisait à semer le chaos.
Cette sorte de moquerie venue du ciel fut enregistrée par plus d'un opérateur radio. Les pilotes alliés savaient qu'ils avaient un avantage total et ils le démontraient en tournant en cercle ou en traversant la zone 2 ou 3 fois avant de s'éloigner. Ce n'était pas un geste technique, c'était un message. Et tout le monde le recevait. Les ordres étaient clairs. Les positions ne devaient être abandonnées sous aucune circonstance. Même lorsque l'attaque avait déjà tout ravagé autour d'eux, lorsqu'il ne restait plus d'instruments ni de communication, les derniers hommes restèrent fermes, tirant dans l'obscurité ou attendant l'impact inévitable. Il n'existait aucun plan d'évacuation. Les troupes de défense antiaérienne n'étaient pas organisées pour se déplacer rapidement et n'avaient pas de véhicules propres. Au moment où l'incursion aérienne commençait, les sorties étaient bloquées et les routes s'effondraient. Dans les zones urbaines, le trafic civil se mélangeait aux débris des bâtiments et aux incendies. Dans les zones industrielles, les explosions soulevèrent des colonnes de fumée qui couvraient tout et personne ne pouvait se guider. Dans les champs ouverts, les routes étaient bombardées en premier et les chemins secondaires étaient un piège de plus. Alors, rester était la seule chose qu'ils pouvaient faire. Il n'était pas rare que toute une unité fût éliminée en l'espace de quelques minutes. Lorsqu'il s'agissait de bombardements en tapis, où une vague après l'autre lâchait des centaines de tonnes d'explosifs en bande continue, la marge de survie se réduisait presque à zéro. Selon des calculs postérieurs, dans certaines zones critiques de l'ouest du Reich, le temps moyen entre la première explosion et la destruction totale d'une batterie était de moins de 8 minutes. Dans ce laps de temps, les servants des canons ne pouvaient pas courir, ne pouvaient pas se couvrir, ne pouvaient pas se cacher et ne bénéficiaient pas non plus d'aide médicale proche. Ils mouraient sur le coup ou restaient blessés sans possibilité d'être évacués. Si quelqu'un tentait de ramper hors du périmètre, il était détecté depuis les airs et achevé. L'idée de résister jusqu'au dernier tir n'était pas seulement une consigne, c'était la seule option réelle. Dans certains cas, l'ennemi effectuait des vols de reconnaissance pour confirmer s'il restait quelques pièces opérationnelles sur le site. S'ils détectaient du mouvement ou de la fumée résiduelle, ils envoyaient une nouvelle attaque, plus précise et plus destructive. Ainsi, à plusieurs reprises, des positions qui avaient été partiellement détruites étaient à nouveau attaquées quelques minutes après, augmentant encore le nombre de morts. Peu importait si le canon était hors d'usage ou s'il ne restait que des décombres. S'il y avait des indices de présence humaine, le bombardement se répétait. C'est pourquoi, souvent, les corps n'étaient récupérés que des jours plus tard, lorsque les attaques cessaient et que la zone redevenait accessible. Et ce qu'on trouvait alors était un mélange méconnaissable de terre, de métal, de sang et d'uniformes calcinés. Certains récits mentionnent que dans les derniers mois de la guerre, le comportement des attaquants changea légèrement. En voyant que beaucoup de positions étaient occupées par des adolescents, des blessés réintégrés ou des remplaçants sans expérience, certains pilotes se montraient moins agressifs lors des vols individuels. Mais cela ne changeait rien pendant les bombardements massifs. La majorité de ceux qui mouraient dans ces épisodes n'atteignaient même pas le point de tirer. Ils étaient là comme des cibles immobiles, au sein d'un système qui ne fonctionnait plus ni ne coordonnait rien. Ils avaient été placés à cet endroit sans la moindre possibilité de se défendre, et leur destin était scellé au moment où le radar ennemi les localisait. Durant tout le conflit, l'évolution de l'armement aérien transforma chaque incursion en une sentence foudroyante pour ceux qui défendèrent depuis la terre ferme. Les bombes devinrent plus lourdes, plus précises et plus abondantes. Les formations étaient plus larges et les parcours plus stratégiques. Pendant ce temps, les positions flak conservèrent leur conception de base, leur visibilité évidente et leur immobilité obligatoire. La seule chose qui changeait était le nombre de victimes après chaque attaque. Et dans beaucoup de secteurs, il ne restait plus assez d'hommes pour couvrir toutes les positions, si bien que certains canons étaient manœuvrés par seulement 2 personnes au lieu de 5. Cela réduisait non seulement la capacité de réponse, mais exposait encore plus ceux qui restèrent là. Malgré tout, ceux qui survivaient à une attaque n'étaient pas retirés du front. On leur assignait une autre batterie ou on les laissait au même endroit avec un canon de remplacement attendant la prochaine attaque. Il n'y avait ni rotation, ni repos, ni récupération. L'épuisement était visible sur leurs visages, sur leurs mains tremblantes, dans les yeux qui ne clignaient plus quand les alarmes sonnaient. Ils savaient que le cycle se répéterait, que tôt ou tard leur batterie serait atteinte et qu'ils n'auraient aucun moyen de s'en sortir. Et pourtant, personne n'abandonnait son poste de son plein gré.
La majorité mourut sans bouger d'un mètre, entourée de câbles brûlés, de pièces de fer fondues et de restes des camarades tombés quelques minutes auparavant. Dans beaucoup de cas, les survivants étaient les seuls à pouvoir raconter ce qui s'était passé, mais ils étaient trop étourdis pour le faire. La plupart des batteries étaient détruites sans que personne ne sache exactement quand ni comment cela était arrivé. Aux rares qui réussissaient à s'en sortir vivants, on demandait de reconstruire des scènes dont ils se souvenaient à peine, tandis que les autres étaient portés disparus sans autre formalité. Au fil des jours, même ceux qui avaient connu les victimes commençaient à oublier les détails et les histoires individuelles s'évanouissaient parmi tant d'autres tragédies. Berlin. Canon contre char dans la ville brisée. Lorsque les colonnes soviétiques commencèrent à pénétrer dans les faubourgs de Berlin, les canons anti-aériens qui avaient autrefois été orientés vers le ciel furent tournés lentement vers la terre, pointant vers les rues où avançaient les blindés ennemis. Beaucoup de ces flaques, conçus pour perforer les carlingues des bombardiers à haute altitude, commencèrent à être utilisés comme seule défense disponible contre les chars T-34 qui brisaient les barrières urbaines. Les unités antiaériennes, habituées à travailler de concert avec des réseaux de radars et des observateurs aériens, se retrouvèrent soudainement dans une lutte au corps à corps, au milieu de quartiers réduits à l'état de décombre, sans couverture ni route d'évasion. Dans ce scénario, le flak devint non pas une arme de soutien, mais l'ultime recours d'une ville encerclée. Les tours de béton érigées durant les années précédentes, connues sous le nom de flakturmes, se transformèrent en forteresses improvisées d'où l'on tirait des salves contre des véhicules blindés qui traversèrent les places ouvertes. Du haut de ces structures, des équipages décimés tentaient de maintenir la visée sur des cibles en mouvement, tandis que les alentours étaient ravagés par des projectiles d'artillerie soviétique. L'élévation, qui en temps d'attaques aériennes offrait un avantage stratégique, devint un piège sans issue. Y restèrent enfermés des opérateurs sans entraînement terrestre, des adolescents sans expérience réelle de combat et des personnes âgées appelées en urgence, qui manœuvraient avec difficulté les commandes de canons dont les pièces dépassaient en poids tous les membres de l'équipe réunie. Dans les rues, les restes de batteries mobiles tentaient de résister en avançant entre des tramways renversés, des façades écroulées et des barricades improvisées avec du mobilier urbain. Certains flaks de 88 mm, montés sur des plateformes qui n'avaient jamais été conçues pour des manœuvres urbaines, étaient traînés par des chevaux squelettiques ou des tracteurs abandonnés par d'autres unités. Dans beaucoup de cas, il ne restait plus d'autre choix que d'installer les canons au milieu des carrefours, entre des vitrines éclatées et des véhicules civils calcinés, où chaque tir produisait une onde de choc qui faisait vibrer les étages supérieurs des bâtiments effondrés. À mesure que les soviétiques réduisaient le périmètre défensif, les affrontements s'intensifiaient à chaque coin de rue. Beaucoup d'artilleurs, sans autre protection que leurs uniformes rapiécés, tentaient de maintenir le rythme de feu avec des munitions qui arrivaient de manière désordonnée, jetées par des camions à moitié chargés. Certains témoignages décrivent des jeunes traînant des caisses de projectiles sous les tirs de tireurs embusqués, tandis que les chargés de rechargement travaillaient courbés à côté des canons pour ne pas être atteints par les décombres ou les balles qui rebondissaient. Les instructions criées étaient presque toujours les mêmes: charger, tirer, changer de position si c'était possible, ou résister jusqu'à la fin s'il n'y avait pas d'option de bouger. La ligne de feu n'était pas stable. Parfois, les artilleurs ne savaient pas s'ils tiraient vers des ennemis réels ou vers des ombres dans la fumée. Il y eut des cas où les mêmes canons flak furent tournés vers des bâtiments occupés par des tireurs embusqués soviétiques, provoquant des effondrements complets. À d'autres moments, on tentait d'arrêter des colonnes entières de chars avec un seul canon en fonctionnement, couvert de sacs de sable et caché derrière un monticule de briques cassées. Lorsque le feu était retourné, beaucoup de ces positions étaient anéanties en quelques secondes. Les données recueillies après les combats montrent que des centaines de membres des unités flak tombèrent en l'espace de quelques jours. Dans des districts comme Tiergarten, Moabit et Prenzlauer Berg, les pertes se multipliaient heure après heure. Certains bataillons furent littéralement effacés. Leurs restes, lorsqu'ils purent être récupérés, apparurent au milieu de masses d'acier fondu, d'uniformes calcinés et de plateformes tordues. Il n'y eut pas d'évacuation organisée. La majorité de ces positions se maintinrent jusqu'à épuisement des munitions, ou jusqu'à ce que les chars soviétiques leur passent dessus.
dans plusieurs secteurs, les corps furent trouvés encore à leur poste, les mains sur les manivelles, les yeux ouverts et les casques soudés à la tête par la chaleur des impacts. L'improvisation atteignit le point d'utiliser des projectiles anti-aériens sans fusées adaptées, forçant des détonations immédiates pour causer des dommages directs. La précision était sans objet. On tirait au son, à la vibration des rues, à l'écho des moteurs soviétiques. Parfois, les canons étaient utilisés comme barrière psychologique, générant un vacarme constant qui empêchait les troupes ennemies d'avancer en confiance. Mais les soviétiques continuaient, imparables, encerclant chaque place défendue, chaque tour debout, chaque canon qui répondait encore. Une des scènes la plus documentée est celle d'un groupe d'adolescents, la majorité sans formation militaire réelle, postés aux abords de l'Alexanderplatz, opérant un flak à double canon aux côtés d'un groupe de voisins âgés. Ils avaient reçu des instructions de base quelques heures auparavant, avec à peine une démonstration pratique. Lorsque les attaques soviétiques commencèrent dans cette zone, les jeunes tentèrent de répondre à l'aveugle, guidés par les cris d'observateurs qui regardaient depuis des fenêtres entr'ouvertes. Pendant des heures, ils continuèrent à tirer sans savoir avec exactitude s'ils faisaient mouche. Lorsque la tour voisine fut atteinte par l'artillerie lourde, les survivants coururent se réfugier dans des sous-sols effondrés. À la fin de la journée, le canon était toujours en position, mais tous ses opérateurs étaient morts, certains pendant encore au support métallique. On enregistra également des cas où des unités soviétiques réussirent à capturer des canons flak intacts durant les assauts finaux. Au lieu de les détruire immédiatement, plusieurs de ces canons furent utilisés par les assaillants eux-mêmes pour tirer contre d'autres positions défensives allemandes. L'ironie qu'une arme allemande finit par pointer vers ses propres tours fut observée à plus d'une occasion. Dans les rapports de combat soviétiques, on mentionne des épisodes où les flaks capturés étaient tournés vers les défenses de la chancellerie ou du Reichstag, tirant avec précision contre des niches de résistance désespérées. Une des rares photographies connues montre une plateforme flak abattue dans une rue proche de la Potsdamer Platz, entourée de corps et de pièces métalliques disséminées. L'image, récupérée des semaines plus tard par des reporters soviétiques, fut utilisée comme exemple du chaos absolu dans lequel se transforma le système défensif allemand. On y aperçoit le canon pointant vers une direction vide, tandis que les bâtiments voisins sont complètement détruits. Personne ne put confirmer si ce canon réussit à tirer, ne serait-ce qu'une seule fois. Les chiffres globaux indiquent que dans les derniers jours d'avril, lorsque Berlin était complètement encerclé, les pertes au sein des unités flak dépassèrent celles de tout autre corps armé ayant des fonctions similaires. En partie à cause de l'exposition constante, en partie par le manque d'entraînement pour le combat urbain, et également par la décision délibérée de transformer chaque canon en un point de résistance statique sans possibilité de retraite. Dans les rapports finaux de l'armée soviétique, on mentionne plus de 500 positions antiaériennes détruites ou mises hors service durant la prise de la ville. La plupart d'entre elles ne fut pas abandonnée, mais se maintint en fonctionnement jusqu'à ce qu'elle fût anéantie par un feu ennemi direct. Dans les phases finales de la bataille pour Berlin, la majorité des batteries antiaériennes restaient actives non pas parce qu'il restait de l'espoir d'arrêter l'ennemi, mais parce qu'il n'existait aucune autre fonction possible pour les hommes qui les opéraient. Abandonner les canons équivalait à signer un arrêt immédiat. Beaucoup d'entre eux savaient qu'il n'y avait plus de ligne de repli, ni de nouvelles positions à protéger, ni d'ordre clair sur quoi faire. Les communications étaient sporadiques, souvent interrompues par la destruction des câbles souterrains ou la chute de stations intermédiaires. La seule chose qui restait intacte était la volonté de continuer à tirer, même s'il n'y avait pas de coordination, ni de renfort, ni d'objectif défini. Certaines batteries, redéployées après la destruction de leurs emplacements originaux, finirent situées dans des positions improvisées qui ne figuraient dans aucun plan de défense. Ce qui devait auparavant être une zone protégée ou dégagée était désormais utilisé à toute hâte. Le personnel chargé d'opérer ces canons devait s'adapter à l'environnement avec le peu qu'il avait sous la main, tandis que les attaques se poursuivaient sans trêve. Chaque coin utile était converti en une base de feu temporaire. Aux abords du zoo de Berlin, plusieurs canons furent utilisés depuis les terrasses d'immeubles à moitié démolis, où les opérateurs improvisèrent des couvertures avec des sacs de sable et des plaques métalliques. De là, ils tiraient contre des colonnes qui traversaient les avenues, parmi des arbres tombés et des tramways rouillés. Chaque impact soulevait des nuages de poussière et de gravats.
Lorsque les troupes soviétiques réussirent à accéder à ces zones, les positions d'artillerie furent complètement rasées. Les corps trouvés à ces hauteurs apparurent brûlés, écrasés sous les décombres, ou avec des blessures provoquées par leurs propres munitions qui explosaient prématurément. Le manque de nourriture, la déshydratation constante, l'insomnie prolongée et le bruit incessant érodaient toute capacité de concentration. Beaucoup d'entre eux pouvaient à peine garder les yeux ouverts. Ils s'appuyaient les uns sur les autres pour ne pas perdre l'équilibre, tandis qu'ils tournaient les roues de contrôle ou ajustaient l'élévation avec les muscles engourdis. Certains perdirent des doigts en manipulant des projectiles mal emboîtés. D'autres devinrent sourds de manière irréversible après de multiples détonations sans protection auditive. Les blessures étaient traitées avec des linges humides, des bandages improvisés et des fragments de vêtements déchirés. Les rares médecins qui circulèrent dans les rues ne suffisaient pas à la tâche. Les amputations se faisaient sans anesthésie, aux mêmes endroits où l'on combattait. Durant les assauts finaux sur le centre de Berlin, les canons flak les plus puissants furent utilisés en tir direct contre le béton des bâtiments gouvernementaux. Le Reichstag, la chancellerie et d'autres constructions symboliques furent encerclés par ces pièces comme si elles pouvaient contenir la vague qui arrivait. Les tirs produisaient des tremblements qui se ressentaient dans le sous-sol. Les colonnes soviétiques, bien qu'avançant sur de multiples fronts, s'arrêtèrent brièvement en faisant face à la résistance de ces armes. En plus d'une occasion, les chars reculèrent de quelques mètres en recevant des impacts depuis des positions inattendues, bien que ces reculs fussent temporaires. À chaque heure qui passait, les défenseurs étaient acculés par des tirs croisés, des démolitions systématiques et des bombardements avec des lance-roquettes multiples. Un des épisodes les plus brutaux fut le combat aux alentours de la tour antiaérienne de Friedrichshain, où les flak furent employés pour stopper l'avancée d'unités soviétiques qui tentèrent de traverser une zone dégagée. Les tirs à courte distance causèrent des pertes massives. Cependant, la contre-attaque fut foudroyante. La tour fut atteinte par des charges explosives et de l'artillerie lourde, provoquant un effondrement partiel qui ensevelit des dizaines de défenseurs en l'espace de quelques minutes. Lorsque les ingénieurs soviétiques accédèrent au lieu, ils trouvèrent seulement du métal fondu, des corps carbonisés et des munitions calcinées. Il n'y eut ni capture, ni reddition, ni rapport détaillé. Tout fut réduit à des décombres et au silence. Malgré l'effondrement total dans certains secteurs, les artilleurs réussirent à maintenir leurs pièces actives jusqu'au dernier jour. Dans la zone du canal de Landwehr, un groupe isolé opéra pendant plus de 48 heures d'affilée, tirant vers des points en mouvement sans savoir s'il s'agissait de troupes ennemies, de véhicules d'évacuation ou de colonnes propres désorganisées. La confusion était totale. Personne ne donnait d'explication. Lorsque finalement ils furent encerclés, certains tentèrent de détruire les canons avec des charges improvisées, d'autres abandonnèrent simplement les positions et se cachèrent parmi les civils. Très peu survécurent. Les témoignages postérieurs décrivent des corps traînés vers l'eau, des uniformes flottant parmi des débris de bois et des câbles dénudés, des canons rouillés abandonnés comme des squelettes géants près des berges. Le destin de nombreux opérateurs flak fut l'exécution sommaire ou la déportation vers des camps de prisonniers. Ne distinguant pas facilement entre combattants réguliers et recrues forcés, les soviétiques appliquèrent des châtiments collectifs. Sur les places principales, l'ordre fut donné aux prisonniers de s'aligner à côté de leurs pièces, certains encore couverts de sang ou de boue. Là, ils furent interrogés en masse et, dans de nombreux cas, exécutés devant les quelques civils qui restaient. Ceux qui furent capturés avec des blessures graves n'arrivèrent pas toujours vivants aux hôpitaux de campagne. La vengeance pour les bombardements précédents, pour la destruction infligée aux villes soviétiques, se concentra alors sur les derniers survivants du système flak. Quand tout fut terminé, les rues étaient couvertes de tubes calcinés, de roues brisées, de projectiles non utilisés et de corps méconnaissables. Les tours anti-aériennes, certaines encore debout, se transformèrent en monuments muets à une défense qui n'eut jamais de réelle chance de victoire. Les sous-sols étaient pleins de restes humains, d'équipements oubliés et d'odeurs impossibles à décrire. Beaucoup de canons ne furent jamais démontés, ils restèrent simplement là, rouillés, faisant partie du paysage en ruine. Les techniciens soviétiques qui parcoururent la ville pour faire des inventaires militaires trouvèrent des dizaines de pièces encore opérationnelles, avec des projectiles dans la chambre et des manettes prêtes à être actionnées.
Les rapports finaux soviétiques mentionnèrent expressément la férocité des défenses antiaériennes converties en armes terrestres. Ce n'était pas une évaluation tactique, mais une constatation que le désespoir peut transformer n'importe quel outil en un obstacle létal. Pour beaucoup, les Flak à Berlin ne furent pas seulement des canons, mais des signaux indiquant que la reddition n'était pas une option pour ceux qui étaient pris au piège sans issue. En ce sens, ils représentèrent la dernière expression d'une machinerie qui préféra s'autodétruire plutôt que de reculer. Ce qui devait être un bouclier pour les villes se transforma en un piège pour ceux qui le servaient. Le système Flak, qui avait été déployé pour intercepter les menaces aériennes, resta piégé dans un conflit qu'il ne pouvait plus contrôler. Les artilleurs, obligés de résister jusqu'au dernier moment sans soutien ni échappatoire, virent les structures qui les entouraient disparaître les unes après les autres. Au final, plus qu'une défense, ce fut une condamnation partagée. Silence, cicatrices et folie, l'autre mort de ceux qui sont restés. À la fin de la guerre, les rares qui avaient réussi à sortir vivants de l'enfer des positions Flak rentrèrent chez eux sans trop savoir comment continuer, où chacun arrivait en portant en silence ce qui restait de son unité, de ses amis et de son propre corps, certains avec des parties manquantes, d'autres avec des cicatrices profondes que personne n'a voulu regarder, et presque tous avec des souvenirs qu'ils préféraient ne pas mentionner, même s'ils les brûlaient de l'intérieur, chaque fois qu'ils fermèrent les yeux. Il y avait des garçons que la guerre avait ramené le visage méconnaissable, avec une jambe en moins ou la voix brisée, tandis que d'autres semblaient aller bien, bien qu'ils ne dormissent pas une seule nuit complète depuis des années, où tout ce qu'ils avaient vu et entendu pendant qu'ils servaient près des canons les poursuivait comme s'ils y étaient encore, tremblants sous le fracas, attendant une attaque de plus. Beaucoup n'en parlaient même pas avec leur propre famille, ni avec leurs frères, ni avec leurs épouses, et certains ne dirent jamais un seul mot pendant des décennies, comme si le fait de le mentionner brisait quelque chose qu'ils parvenaient à peine à maintenir. Certains cachèrent les blessures avec des vêtements longs ou des excuses maladroites, et quand quelqu'un demandait, ils répondaient par des détours ou s'enfermaient dans des pièces où personne ne les voyait. Plusieurs restèrent seuls dans des villages où ils ne connaissaient plus personne, tandis que les années passaient et que personne ne demandait plus ce qu'ils avaient fait ni comment ils avaient survécu. Dans cet environnement où la guerre n'était plus qu'un mot, ils vivaient comme si elle se déroulait encore, mais sans personne à leur côté. Certains finirent par perdre la raison ou par être piégés dans des répétitions de gestes, de sons et de phrases qu'ils entendèrent encore et toujours dans leur tête. L'un d'eux, qui avait servi dans l'Ouest, racontait que toutes les aubes, pendant plus de 10 ans, il se réveillait couvert de sueur après avoir rêvé que sa batterie était à nouveau atteinte et que ses camarades brûlaient vifs sans qu'il pût rien faire. Un autre, qui avait été évacué de Berlin avec des blessures au dos, disait qu'il ne pouvait pas monter les escaliers sans que ses jambes tremblent, car chaque marche lui rappelait le son du béton s'écroulant après les bombardements. Certains évitaient les orages ou se jetaient à terre en entendant le tonnerre gronder, comme s'ils attendaient encore une explosion. Sans l'avoir jamais complètement raconté, certains finirent par s'éloigner de tout, disparaissant de leur entourage sans donner d'explication, laissant de vagues lettres ou simplement des absences que personne ne voulut investiguer. Parmi ceux qui restaient en contact, on parlait de ces cas comme faisant partie d'un cycle inévitable, comme si l'issue était écrite d'avance. Même ceux qui réussirent à continuer de travailler ou à fonder des familles le firent entraînant un poids qui ne pouvait être dit à voix haute, et beaucoup finirent par développer des maladies sans cause apparente, des migraines aux problèmes de tension ou des affections cutanées que les médecins ne savaient pas comment traiter. Parfois, quand le silence devenait insupportable, la fin arrivait sans prévenir. Personne ne parlait de suicide, mais tous le comprenaient. Un des anciens Flakhelfer se souvenait que, après la reddition, il fut interné dans un hôpital improvisé où les docteurs ne savaient même pas quoi leur demander. Il racontait qu'il se sentait comme une pièce cassée de plus parmi des centaines de corps, où seuls ceux qui respiraient encore se distinguaient. Il disait que pendant des semaines, personne ne lui dit un mot sur son unité ni sur ses amis morts, et que tout ce qu'on lui demandait était s'il pouvait bouger les bras ou manger sans aide. Lui-même avait vu ses camarades tomber sous une attaque aérienne si violente que les cadavres étaient devenus méconnaissables, et il assurait que ni les médecins ni les officiers d'après-guerre ne savaient quoi faire avec ce type de souvenirs. Dans beaucoup de villages, quand les ex-Flak tentaient de s'intégrer, il remarquait que les gens évitaient de regarder leurs cicatrices ou changeaient de sujet quand ils racontaient d'où ils venaient.
Il y avait comme une barrière invisible entre eux et les autres, spécialement en ce qui concernait les plus jeunes, ceux qui n'avaient pas été près d'une batterie, ni ne savaient ce que c'était que de tirer sur un avion qui fonçait sur eux à toute vitesse. Certaines connaissances les traitaient même avec pitié ou avec distance, comme s'ils faisaient partie d'un passé qu'il valait mieux oublier. À plusieurs, on a refusé des emplois pour avoir été trop longtemps au front, et d'autres devaient cacher cette partie de leur histoire pour ne pas être traités comme dangereux ou comme quelqu'un ayant des problèmes mentaux. Un des récits recueillis dans les années postérieures parlait d'un jeune homme qui avait servi dans une unité dans le Nord et qui, en revenant dans sa ville natale, fut reçu par sa mère en larmes et par ses voisins avec gêne. Il racontait que personne ne savait comment lui parler, et que, à plus d'une occasion, il entendit en cachette qu'il disait qu'il était revenu à moitié fou ou qu'il faisait des cauchemars toutes les nuits. Lui-même disait que pendant des années, il évita de raconter ce qui était arrivé à ses compagnons, parce qu'une fois qu'il l'avait fait, une femme lui avait répondu que cela n'était plus important et que tous devaient aller de l'avant. L'État allemand, dans les premières années, n'a pas accordé de reconnaissance majeure aux survivants du Flak. Beaucoup d'entre eux n'apparaissaient même pas sur les listes officielles d'anciens combattants ou ne recevaient pas d'indemnisation pour leurs blessures, surtout si celles-ci n'étaient pas visibles. Les autorités avaient d'autres priorités et la reconstruction avançait sans regarder en arrière, de sorte que les anciens servants du système antiaérien étaient mis de côté, sans médaille, sans hommage et dans la majorité des cas, sans que personne ne leur demande comment ils allaient. Certains réussirent à faire des démarches par eux-mêmes pour obtenir de petites pensions, mais la plupart n'avaient pas de preuves suffisantes de leur participation ou leurs dossiers avaient disparu avec le chaos de la fin de la guerre. À mesure que les années passaient, plusieurs tentèrent de s'organiser entre eux pour maintenir le contact et partager leurs histoires, même si ce n'était pas à voix haute. Certains s'écrivaient des lettres ou se réunissaient à des dates précises, non pas pour se souvenir du passé avec fierté, mais pour s'assurer qu'au moins parmi eux, quelqu'un sache ce qui s'était passé. Lors de ces rencontres, les noms des morts se répétaient sans besoin de monuments, et les anecdotes se mêlaient à de longs silences que personne n'interrompait. Là, il n'était pas nécessaire d'expliquer ce que signifiait voir un camarade mourir sans pouvoir l'atteindre ou essayer de dormir en sachant que le lendemain serait encore pareil. Beaucoup de ces récits ne virent le jour que des décennies plus tard, quand les quelques qui restaient commencèrent à parler, non pas parce qu'ils avaient surmonté ce qu'ils avaient vécu, mais parce qu'ils savaient que s'ils ne le racontaient pas, personne d'autre ne le ferait. Certains le firent pour que leurs enfants connaissent la vérité, d'autres pour laisser une trace que tous ceux qui avaient survécu n'avaient pas vraiment pu continuer à vivre. Là commençait un autre type de récit, un qui n'était pas écrit dans les livres d'histoire ni enseigné dans les écoles, mais qui continuait de résonner dans la mémoire de ceux qui avaient partagé la poussière, le bruit et la peur près des canons. Parmi les anciens servants du système Flak, il y eut ceux qui ne furent jamais enregistrés comme vétérans ni considérés officiellement comme faisant partie d'une structure militaire. N'ayant pas porté d'uniforme complet et ayant été recrutés adolescents, beaucoup d'entre eux ne figuraient pas dans les archives ni dans les registres du ministère, ce qui rendait difficile toute tentative de justifier leur passage aux défenses antiaériennes. Certains tentèrent de demander des certificats, mais les bureaux locaux leur répondaient que leur participation n'était pas attestée ou que les documents avaient été détruits lors des bombardements de la fin de la guerre. Cela les laissait dans une sorte de limbe, sans accès à des bénéfices et sans possibilité de prouver ce qu'ils avaient vécu pendant des années. Le silence qu'ils portaient n'était pas seulement personnel, mais aussi institutionnel. Il n'apparaissait pas dans les discours commémoratifs, ni dans les cérémonies du nouvel État, ni dans les livres scolaires. Contrairement à d'autres unités, personne ne s'occupa de sauver leurs histoires, ni de réhabiliter leur image. Cela engendra parmi eux un sentiment d'abandon collectif, comme s'il s'agissait d'une génération écartée, nécessaire en son temps, mais oubliée ensuite. Plusieurs de ceux qui survécurent à la fin du conflit se consacrèrent à des travaux modestes, ou restèrent dans des emplois discrets, où ils pouvaient passer inaperçus et ne pas parler du passé. Dans certains cas, ils furent rejetés même par d'autres vétérans. Les soldats d'infanterie ou d'artillerie les considéraient comme une catégorie mineure ou les regardaient avec une certaine méfiance, comme s'ils avaient été dans une guerre différente. Mais la réalité était que beaucoup de Flakhelfer avaient été témoins de plus de morts en une semaine que d'autres soldats pendant des mois.
et ils le firent sans possibilité de bouger, protégés à peine par un mur bas ou une tranchée improvisée. La rigidité du service, le bruit incessant et la certitude d'être une cible fixe étaient des conditions qui n'étaient pas toujours comprises en dehors de cet environnement. Avec le passage des années, certains de ces anciens opérateurs commencèrent à présenter des symptômes physiques que les médecins d'après-guerre ne savaient pas comment traiter. Problèmes d'audition, troubles du sommeil, attaques de panique et perte de sensibilité dans les extrémités étaient communs, mais souvent mal diagnostiqués ou simplement ignorés. Certains allaient à des consultations médicales sans jamais mentionner leur passage au canon anti-aérien, ce qui rendait le traitement encore plus difficile. Dans d'autres cas, on leur disait que leurs symptômes étaient nerveux ou dus au stress, sans enquêter davantage. Comme beaucoup d'entre eux avaient déjà appris à ne pas parler, ils acceptaient ces diagnostics sans discuter. Le temps n'apaisa pas ce qui avait été vécu. Pour beaucoup, les bruits quotidiens devinrent des déclencheurs inattendus. L'explosion d'une porte, le vacarme d'une machine, le son aigu d'une alarme suffisaient à provoquer une réaction automatique d'alerte. Certains restaient paralysés, d'autres se baissaient instinctivement ou se couvrèrent les oreilles, comme ils le faisaient en pleine batterie. Ce type de conduite n'était pas compris par ceux qui les entouraient, et souvent cela entraînait des moqueries, l'isolement ou des ruptures familiales. Plusieurs mariages se terminèrent parce que les épouses ne savaient pas comment traiter avec des hommes qui se réveillaient en criant ou qui évitaient toute conversation sur le passé. Il y avait aussi ceux qui, après des décennies de silence, tentèrent de raconter ce qu'ils avaient revécu. Certains le firent à travers des interviews, d'autres écrivirent leurs mémoires à la main, sur des feuilles qui restèrent ensuite dans des boîtes gardées par leurs petits-enfants. Quelques-uns réussirent à publier leurs récits dans des revues locales ou des bulletins d'associations d'anciens combattants. Dans ces textes, il n'y avait ni gloire ni fierté, mais une succession de souvenirs fragmentés où prédominaient les scènes de mort, la peur constante et l'épuisement mental. Plusieurs de ces témoignages coïncidèrent sur une idée. Survivre aux flak ne fut pas un soulagement. Ce fut le commencement d'une autre forme de lutte qui ne se termina pas avec la reddition. Dans certaines régions d'Allemagne, des groupes informels d'anciens Flakhelfer se sont formés, se réunissant sans grande structure, simplement pour parler entre eux. Ils ne cherchaient ni reconnaissance, ni aide de l'État, mais la possibilité d'être avec des personnes qui comprenaient de quoi ils parlaient, sans avoir besoin d'explications. Lors de ces réunions, certains pleuraient pour la première fois en décennies, d'autres restaient en silence, mais revenaient chaque année. Ces espaces fonctionnaient comme une soupape, où ils pouvaient raconter ce qu'ils avaient vu sans se sentir jugés ou traités comme des cas psychiatriques. Certains tentèrent de reconstruire leur parcours en cherchant des compagnons d'unité ou en écrivant aux archives militaires. Beaucoup reçurent des réponses incomplètes, d'autres n'obtinrent jamais de contestation. Des années après, les familles de certains de ces survivants donnèrent leurs papiers, lettres et cahiers à des centres de documentation où ils furent conservés sans grand ordre. Ces matériaux permettent aujourd'hui de comprendre non seulement comment fut leur participation au système de défense, mais aussi ce que cela signifia de vivre avec cela le reste de leur vie. Dans plusieurs cas, les témoignages sont remplis de dates, de noms et de coordonnées, comme si, en le laissant par écrit, ils espéraient que quelqu'un les reconnaisse au moins sur le papier. Un aspect commun parmi ces survivants était la perte de liens. Plusieurs d'entre eux n'eurent plus jamais d'amis proches, et beaucoup ne formèrent pas de couple stable. Certains changèrent de ville plusieurs fois, d'autres passèrent de longues périodes internés dans des hôpitaux avec des diagnostics vagues. La majorité vieillit seule, avec peu d'attention et presque aucune visite. Plusieurs moururent sans que personne ne sache leur passé. Dans les registres de décès, ils apparaissaient comme retraités ou employés, sans mention aucune de leur passage par les défenses antiaériennes. Sauf dans de rares cas, leur tombe n'incluait pas de date de service ni d'insigne militaire. Des années plus tard, quand commencèrent à s'organiser des expositions sur la guerre aérienne, certaines institutions tentèrent d'inclure des témoignages d'anciens membres du système FLAC, mais la majorité des matériaux étaient incomplets, sans contexte ou sans autorisation pour leur usage public. Dans d'autres cas, les survivants refusèrent de participer, argumentant qu'ils ne voulaient pas revivre cela. Certains acceptèrent de donner leur récit seulement si leur nom n'était pas utilisé. Même alors, plusieurs demandèrent que soient omis des détails sur les emplacements ou les noms de compagnons morts.
comme s'ils sentaient encore qu'ils trahissaient un code de silence. Dans les dernières années, certains petits-enfants et arrière-petits-enfants ont récupéré les lettres, photos et cahiers de ces hommes, essayant de reconstruire ce qu'ils ont vécu. À travers ces documents, on a su que beaucoup écrivaient pour eux-mêmes, non avec l'intention d'être lus, mais pour ne pas oublier les noms de ceux qui étaient morts à leur côté. Certains notaient jour après jour les attaques reçues, les tours de garde ou les changements dans l'effectif. Ces papiers, souvent écrits au crayon sur des carnets de poche, représentent le peu qui est resté de centaines de jeunes gens qui ne furent jamais honorés. Quand les survivants du FLAC commencèrent à mourir en plus grand nombre, très peu d'avis de décès mentionnèrent leur passé. La majorité des journaux locaux les congédièrent comme des retraités anonymes ou d'anciens employés. Ce n'est qu'en de rares occasions que quelqu'un faisait référence à leur participation à la défense du pays. En général, tout cela est resté dans le passé comme quelque chose qui ne devait plus être dit. Eux, qui avaient été face au feu, qui avaient vu leurs compagnons mourir brûlés ou déchiquetés, furent enterrés sans honneur ni souvenirs officiels, tandis que les registres qui les mentionnaient restaient gardés dans des boîtes oubliées dans des archives poussiéreuses. Aujourd'hui, ce qui reste d'eux sont des témoignages oraux dispersés, des notes personnelles, et quelques interviews d'archives qui effleurent à peine la surface de ce que fut ce service. Au fond, pour beaucoup d'entre eux, la fin de la guerre ne signifia pas la paix, mais le commencement d'un oubli lent qui se propagea comme une autre forme de mort, moins violente, mais tout aussi définitive.